Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc du coup, je suis Madame Valérie Poulet, je suis la vice-présidente de l'association de la NEMCOLI et je suis responsable d'un laboratoire de microbiologie R&D et contrôle dans un groupe cosmétique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la NEMCOLI, je vais vous présenter rapidement l'association. Je suis par avance désolée à ceux qui étaient au premier webinaire et pour qui ça va être une redite. Mais voilà, il y a quelques petits nouveaux, donc je vais représenter l'association. La NEMCOLI, c'est une association qui réunit des professionnels de la microbiocosméto. On a été créé à Lille en 1976, ça commence à dater. Et au sein de cette association, nous nous attachons à traiter des sujets d'actualité. Donc, des sujets de microbio, cosmétiques. Nous menons des études qui permettent de donner des recommandations techniques et nous organisons également des essais d'intercomparaison. Et là, récemment, des essais d'intercomparaison sur le thème de l'évaluation de la conservation. Pour ceux qui nous connaissent bien maintenant, le maître mot de l'association, c'est vraiment de traiter les sujets de façon très pragmatique, en essayant d'apporter des solutions ou des éclairages à des préoccupations du quotidien. Voilà, donc depuis de nombreuses années, nous organisons tous les ans 2 jours de conférences que nous appelons les journées d'études, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui se déroulent traditionnellement à Lille, le berceau de l'association. Et en 2019, nous avons réalisé notre 38e journée d'études. Voilà, jusqu'à temps que la pandémie arrive. Et cette année, la crise sanitaire nous oblige à nous réadapter, à nous adapter. Mais comme nous tenions vraiment à rester en contact avec vous tous, nous avons décidé d'organiser ces 2 webinaires pour voir si le format maintenait le contact et nous permettait de développer quand même un sujet d'actualité, les virus évidemment. Nous espérons quand même pouvoir revenir à un modèle présentiel dès 2021. Ça, c'est un peu notre souhait le plus cher. Dans le cas contraire, évidemment, nous ne manquerons pas d'organiser d'autres événements comme celui-ci sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour l'association, vous pouvez suivre l'association sur la page LinkedIn et bientôt le site internet qui là est en train de se refaire un petit lifting, mais qui va bientôt être de nouveau disponible. Voilà pour l'association. Je vais passer rapidement pour ceux qui ont vu le premier webinaire. Ça nous a permis de découvrir les fondamentaux en virologie. Le second événement qui va démarrer là est plutôt consacré à la détection des virus et à l'efficacité des virucides. L'événement va se composer de 3 présentations qui vont être présentées par Monsieur Vacher, puis une présentation par Monsieur Matisiak et enfin une présentation par Monsieur Moulès. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais laisser la parole à Monsieur Vacher qui va se présenter et nous parler de la détection des virus. Comme pour le premier webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et nous avons gardé un temps questions-réponses à la fin des 3 conférences. Donc, bonne conférence et à très bientôt, j'espère. Donc, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que malheureusement, la fibre n'est pas encore arrivée dans la région lyonnaise et parfois, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne connexion. Donc, j'espère que tout se passe bien et si tout se passe pas bien, j'espère que quelqu'un sera capable de me le dire. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des participants à suivre cette présentation. Je remercie la NEMCOLI pour cette invitation. Je tiens aussi donc à remercier les personnes qui travaillent avec moi sur les sujets, donc Monsieur Chérad, Monsieur Baud et puis l'ensemble de mon équipe. Et effectivement, aujourd'hui, donc moi, je suis le directeur de la structure qui s'appelle Conidia. Et Conidia, nous, on travaille sur les relations qui existent entre les micro-organismes et leur environnement de manière assez large. Donc, Conidia, comme son nom l'indique, travaille essentiellement sur les moisissures, mais pas que. On travaille sur les bactéries et puis depuis quelques années maintenant, on travaille sur les virus.
Et donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de mettre en avant nos systèmes de détection de virus et les améliorations qu'on nous sommes en train d'apporter vis-à-vis de ces détections. Alors, pour ceux qui malheureusement n'ont pas suivi la première présentation qui était excellente par rapport à la, à la détection, donc moi je vais reprendre juste où s'est arrêté en fait Monsieur Moulès. Et aujourd'hui, pour vous parler donc des outils pour détecter et quantifier les virus en laboratoire. Sachant que, comme toutes les détections, la phase la plus primordiale aujourd'hui, ça reste le prélèvement. Une fois qu'on a un bon prélèvement, eh bien, on peut utiliser différentes méthodes pour rechercher les virus. Alors, je vais aller très rapidement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été présenté auparavant. Donc, aujourd'hui, pour détecter spécifiquement les virus, on va soit travailler en déterminant ce qu'on appelle le titre infectieux, donc qui a été expliqué tout à l'heure. L'idée étant de mettre en contact directement les virus avec des, euh, des lignées cellulaires qui sont permissives. Et donc, on va pouvoir quantifier par ce qu'on appelle des plages de Lise l'activité du virus et donc déterminer son titre infectieux. Ça, évidemment, ça demande une très grosse expertise, ça demande un laboratoire de virologie et ça demande donc d'être dans des conditions de travail optimales. On peut aussi faire la détection par ce qu'on appelle les protéines virales. Donc là, c'est un système ELISA, hein. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc là, l'idée, c'est de venir quantifier les protéines virales. Donc, évidemment, en termes de sensibilité, ben, on est moins important que ce qui se passe au niveau de la détermination du titre infectieux. Et puis, on a des résultats en 12 à 24 heures. Et on va venir essayer de trouver un petit peu l'ensemble des protéines virales, quel que soit l'état du virus. Dans la première étape, la détermination du titre infectieux, on va travailler uniquement à déterminer en fait le titre infectieux donc, du virus, donc quelle est vraiment sa virulence par rapport aux cellules. Et puis, il y a des autres méthodes qui aujourd'hui, bah, tout le monde connaît. Force est de savoir que tout le monde connaît, qui est les PCR et les RT-PCR, parce que depuis 8 mois, tout le monde a au moins entendu une fois à la télévision, à la radio, les techniques de RT-PCR. Donc, ces techniques de PCR, RT-PCR, c'est des techniques de biologie moléculaire qui ont une extrêmement bonne sensibilité, qui donnent des résultats très rapidement, mais qui, contrairement aux titres infectieux, ne vont pas être capables de dire si ce qu'on a détecté par biologie moléculaire, il y a toujours un risque infectieux ou pas. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, l'étape la plus importante, en fait, ça reste l'échantillonnage. Et aujourd'hui, on a des vraies questions sur l'échantillonnage des virus. Et encore une fois, je me réfère à ce qui a été dit auparavant dans la première présentation. On sait qu'il existe des méthodes aujourd'hui de prélèvement de surface, par écouvillonnage, qui permettent de récupérer en fait l'ensemble de la flore microbienne qui est présente. Mais nous, là, aujourd'hui, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu plus aux méthodes de détection de virus dans l'air. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on fait lorsqu'on veut détecter des bactéries et des moisissures, on ne peut pas faire d'impaction sur gélose. Là, on est obligé de travailler donc avec des échantillonneurs qui vont faire soit ce qu'on appelle des cyclones, donc c'est-à-dire de venir récupérer en fait les particules dans un liquide, soit sur des filtres. Et suite à ça, suite à ces filtrations-là, il va falloir travailler avec soit ce liquide, soit ce filtre pour remettre en suspension les virus qui sont piégés dans le filtre. Donc, au niveau des durées d'échantillonnage, ça va être soit des longues durées suivant en fait c'est lié directement au débit du préleveur. Donc soit on va faire ça sur des longues durées, sur 24 heures, soit sur des courtes durées, si on a des systèmes qui permettent d'avoir une forte vitesse d'aspiration. Et donc une fois que ce prélèvement est en liquide, eh bien on va venir détecter ou quantifier par biologie moléculaire, par l'outil moléculaire, donc la quantité d'ARN ou d'ADN des virus. Et donc, on va avoir au final une donnée qui va être un nombre de copies de génome par mètre cube d'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes d'échantillonnage, forcément, ça représente un stress important pour les agents qui sont présents, hein, et en particulier pour les virus enveloppés. On l'a vu tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, les virus enveloppés par rapport aux virus nus sont ceux qui sont les plus fragiles. Et ce qu'il faut vraiment avoir aussi conscience, c'est que comme le virus a subi beaucoup de stress, c'est pas parce qu'on a une absence de viabilité lorsqu'on fait un titre infectieux dans l'échantillon, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de viabilité dans l'air.
parce qu'il y a eu toute cette étape d'échantillonnage qui a été très traumatisante pour le virus. Et au final, la détection des génomes viraux, ça ne permet pas de se prononcer sur la viabilité des virus. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Donc chez Conidia, on n'a pas vraiment attendu d'avoir cette crise actuelle avec le SARS-CoV-2 pour déjà travailler sur les virus. En fait, il y a pas mal aujourd'hui de métiers dans lesquels il y a un impact potentiel sur les virus, et en particulier, on a été sollicité il y a quelques années pour essayer de mesurer un petit peu la bioexposition, des personnes qui, sont dans les égouts, donc les égoutiers, pour voir un petit peu par rapport à, ce qu'ils peuvent respirer, est-ce qu'on retrouve ces virus, donc des virus de l'hépatite A et de la grippe saisonnière, dans l'air au poste de travail. Donc le poste de travail est dans les égouts, et là, je rends un hommage particulier à mon collègue, Jean-Louis, qui est descendu dans les égouts pour faire ces prélèvements. Il a aujourd'hui une vraie connaissance de ce qui se passe, et croyez-moi, c'est assez sympathique. Donc, ces prélèvements-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des prélèvements cycloniques, et vous voyez donc sur les photos, vous voyez ce petit appareil-là, qui est donc un Coriolis, et avec ce Coriolis, en fait, on vient faire notre prélèvement, récupérer les particules qui sont dans l'air dense liquide, et on collecte, eh bien 10 minutes de prélèvement à 200 litres minute, on collecte environ 2000 litres d'air, euh, dans ce petit système. On peut aussi faire un prélèvement sur cassette. Donc, le prélèvement sur cassette, il est mis directement sur l'opérateur. Là, c'est une membrane, hein, une porosité de 0,8 mu. On collecte à 2 litres minute pendant toute la durée de l'action. Donc, le système, il est directement sur l'usager. Et puis, pendant 2 heures, soit on collecte environ 240 litres. Et aussi, ce qui est intéressant et ce qui est fait aujourd'hui de manière tout à fait systématique avec le SARS-CoV-2, c'est de venir faire des prélèvements dans les eaux usées pour voir si oui ou non, en fait, on arrive à détecter la présence de ces virus. Au niveau du laboratoire, pour ces virus spécifiquement, en fait, on utilise des kits qui sont des kits prêts à l'emploi, qui nous permettent de faire la recherche donc, de la leptospirose, hein, une maladie qui est causée par un virus et dont le vecteur principal est le rat, le virus de l'hépatite A, le virus de la grippe. Et donc, ces virus, comme je vous l'ai dit précédemment, ils peuvent être dans les eaux usées et se retrouver donc aéroportés dans les panaches produits lors des actions mécaniques de nettoyage ou d'entretien des canalisations. Évidemment, ce qu'on s'attend, et sans dévoiler la suite de l'histoire, c'est que globalement, les quantités attendues de virus dans l'air, elles peuvent être très faibles. Et effectivement, les résultats vont donner raison, et on verra ensuite qu'il est quand même très rare de détecter, même si on est dans des systèmes qui peuvent sembler très contaminés, c'est quand même très rare de détecter dans l'air la présence de ces virus si on n'a pas des vecteurs qui sont extrêmement importants. Euh, Le principe de la méthode, pour vous le décrire rapidement, hein, donc on va travailler à partir du prélèvement qu'on a fait. On va centrifuger l'hélico pour obtenir un culot qui est remis en suspension. On extrait l'ADN ou l'ARN sur une colonne spécifique. Et puis, on réalise le test soit par PCR, soit par RT-PCR. Donc, PCR si on a affaire à des virus à ADN, ou RT-PCR si on a affaire à des virus à ARN. Il y a une limite de détection qui est validée, qui est connue aujourd'hui, c'est la méthode de qPCR, qui est de 0,1 IU, donc unité internationale. Évidemment, la limite de quantification est variable selon le germe. Donc, par exemple, pour les Tospira, on est à 2,5. L'hépatite A, on est à 10. La grippe, on est à 10. Et donc, on vient faire nos analyses par RT-PCR. Si jamais vous êtes intéressé par ces méthodes, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a nos spécialistes Shems qui travaillent sur le sujet depuis très longtemps et qui sait bien, aussi bien détecter des virus que des bactéries, que des moisissures, que tout ce qui va bien. Et ce qu'on voit ici sur les courbes, eh ben, c'est nos courbes étalons qui nous permettent de dire, parce qu'on vient toujours se référer à une courbe étalon qui nous permettent de quantifier en fait le virus qu'on a. Et on a travaillé dans différentes agglomérations en France, et ce qu'on a constaté, c'est que on a détecté dans l'air ni d'hépatite A, ni de grippe, dans les conditions dans lesquelles étaient les égoutiers. Et au final, les seules fois où on a détecté en fait le virus de l'hépatite A, c'était dans les eaux usées. Donc ça nous a amené en fait à nous interroger un petit peu en nous disant que on avait très certainement des questions qui se posaient sur les limites de détection, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, de toute façon, on est sur des quantités
en fait, qui vont être extrêmement faibles de virus dans l'air. Et même si on a si on a affaire à des méthodes qui sont extrêmement sensibles, il faut vraiment qu'on arrive un petit peu à jouer, à travailler sur cette phase de prélèvement pour aller détecter des événements qui sont extrêmement rares. Donc, lorsque, il y a eu la crise du SARS-CoV-2 là, on a dit: «Ben, on va essayer de travailler sur ce sujet-là» et aujourd'hui, en fait, quand on travaille en RT-PCR, comme je vous l'ai dit, on travaille sur l'ADN ou l'ARN et puis on travaille sur différentes matrices. Alors, aujourd'hui, on sait travailler très bien sur des prélèvements cliniques. L'écouvillon dans le nez, si certains d'entre vous l'ont fait, ils savent comment c'est désagréable, mais ils savent aussi comment derrière on a un résultat rapide et normalement qui est fiable. Pour ces détections de virus, on va travailler dans la santé humaine. C'est vrai aussi pour la santé animale ou végétale. Je vous rappelle qu'il y a des virus qui infectent des plantes. Et puis, on va travailler soit avec des systèmes de kits qui existent déjà, donc les kits de RT-PCR qui sont déjà faits, soit on va développer des outils spécifiques par rapport à nos besoins. Et ici, vous avez des publications qui correspondent en fait à différentes méthodes pour chercher, eh bien, par exemple, dans un virus, comment est-ce que dans une plante, on va chercher un virus, ou on va chercher le chikungunya, ou on va chercher d'autres virus, que ce soit humains, que ce soit animaux ou végétaux. La première chose qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on s'est penché sur cette histoire du SARS-CoV-2, très rapidement, le génome du virus, il a été disponible. C'est le 10 janvier 2020. Alors autant vous dire qu'il y avait déjà des données qui étaient là, donc on imaginait bien ce qui allait un peu se passer. Il y a eu aussi tout de suite une multiplication des ressources, des bases de données, des publications. Et aujourd'hui, clairement, heu, il y a eu ce qu'a dit tout à l'heure, Vincent, c'est qu'il y a eu vraiment une quantité de publications qui sont sorties sur le sujet extrêmement rapide et d'ailleurs on peut, sur les premières, on peut douter de certaines validités, hein, parce que pour ceux qui ont déjà fait des publications, on sait le temps que ça prend et un tel flot de publications en quelques mois, ça paraît quand même difficilement possible. Bref, en tout cas, il y a eu tout de suite une coopération internationale, il y a eu des méthodes de RT-PCR, internes qui ont été validées par le Centre national de référence et l'OMS. Il y a eu des kits qui ont été aussi marqués CE très rapidement, ça c'est pareil. Le marquage CE, parfois, ça peut prendre un peu de temps et là, il y a beaucoup de choses qui sont faites très rapidement. Et l'idée, donc pour détecter le SARS-CoV-2, c'est de travailler sur différentes régions du génome, donc qu'on appelle N ou qu'on appelle E et en fait, on va venir, dans un premier temps, chercher une première région et si on a une réponse positive, aller valider avec une seconde région qu'on recherche et qu'on amplifie. Ça, c'est ce qu'on appelle les RT-PCR en simplex, c'est-à-dire on fait plusieurs réactions les unes derrière les autres. Soit on fait ça en multiplex et donc on vient dans une seule et même réaction, c'est possible. On peut venir chercher un ensemble de gènes qui soient représentatifs, par exemple, de ce virus-là. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une absence de relation entre la détection de l'ARN viral et le pouvoir infectieux. Au niveau de ce qui est disponible chez nous, donc on avait les plateformes d'extraction d'ADN ARN, hein, on travaille sur la PCR, la RT-PCR, on fait du pyroséquençage et aujourd'hui, il y a aussi des sujets sur lesquels je ne m'arrêterai pas, mais qui sont extrêmement intéressants, sur lesquels si vous êtes, intéressé par les biologies moléculaires, je vous invite à travailler. C'est, c'est le NGS, le NGS et ce qu'on appelle le MinION. Donc, c'est des systèmes qui sont alors le NGS, c'est un séquençage massif, on va dire et le MinION, c'est de pouvoir, en fait, travailler, excusez-moi, avec un petit système qui vous fait de la RT-PCR, je vais y arriver, vous fait de la RT-PCR directement sur site. L'idée de travailler sur SARS-CoV-2, nous, ce qu'on a voulu un petit peu, on a voulu tout de suite essayer d'ouvrir le sujet en se disant: «Est-ce qu'on peut pas, dans un seul et même prélèvement, aller chercher autre chose que des virus, à savoir tout ce qui intéresse microbiologiquement, les bactéries, les virus, les champignons et derrière avoir travaillé sur ces aspects-là pour, par exemple, aller, suivre des résistances. Alors là, je pense plus à quelque chose qui nous concerne directement. On travaille beaucoup sur les maladies ou des plantes. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur les résistances des, hem, des pathogènes vis-à-vis des fongicides. Ça, c'est un autre sujet. Donc, comment est-ce qu'à partir de différentes matrices, les plantes, l'air, et cetera, on peut venir chercher ces bactéries, ces virus, ces champignons,
potentiellement en une seule fois, avec une seule méthode, et donc de pouvoir derrière donner un ensemble d'informations très intéressant. Et une des informations intéressantes aujourd'hui, qui a été aussi développée par Vincent tout à l'heure, c'est cette notion de valider une désinfection. Parce que comme il a été précisé tout à l'heure, lorsqu'on valide une désinfection, on peut venir chercher des marqueurs qui sont la présence de virus, mais on peut aussi venir chercher d'autres marqueurs, comme par exemple la présence de bactéries. Je pense à des staphylococcus, par exemple, des staphylococcus epidermidis, qui sont présents sur la peau et qui sont donc des marqueurs de contamination de surface. Donc, ce qui a été fait au laboratoire, c'est ça, c'est d'essayer de voir un petit peu, déjà, comme je vous l'ai dit, on n'est pas un laboratoire de virologie, donc il a fallu, essayer un petit peu de contourner un petit peu ça, et pour essayer de développer une méthode, même si on n'a pas accès directement au virus, on travaille avec des systèmes qui sont équivalents, et donc on travaille avec un phage aujourd'hui. On travaille avec un phage et on travaille avec des plasmides. Alors les plasmides, vous le savez très certainement, c'est des petits bouts d'ADN. Et sur ces plasmides qui sont disponibles, en fait, il y a des instituts qui sont venus greffer l'ensemble de l'ADN qui correspond à l'ADN du virus. Alors ils ne l'ont pas mis entièrement, ils en ont mis des parties. Et plus particulièrement, ils ont mis les parties que j'ai décrites tout à l'heure, donc la N ou la E. Et ça nous a permis, comme ça, de travailler avec ces plasmides. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de contamination, puisqu'on travaille sur de l'ADN nu, ce qui n'est pas dans le virus. Mais ça nous permet de travailler, de mettre au point la méthode. Et ça, ce que vous avez, ce qui est décrit ici, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on s'est bien rendu compte qu'à un moment, pour pouvoir travailler de manière sereine sur l'échantillonnage, il fallait qu'on concentre cet échantillon-là. Et donc, aujourd'hui, il existe des méthodes, et tout le challenge, il est de trouver les meilleures méthodes de concentration pour pouvoir derrière, eh bien, travailler en biologie moléculaire et concentrer l'échantillon et pouvoir détecter une présence de virus en quantité très faible. Et ici, vous avez donc ce qui se passe lorsqu'on est avant concentration et après concentration. Et donc, on voit très bien que la concentration nous a permis en fait de, de détecter une présence plus importante de virus. Et donc, comme ça, on est un peu plus sûr de moins passer à côté de quantités très faibles de virus. Lorsqu'on fait un prélèvement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le volume d'air, le temps, le débit, est-ce qu'on concentre les échantillons? Qu'est-ce qu'on va rechercher sur cet échantillon? Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut venir chercher de l'ADN bactérien, de l'ADN fongique, de l'ADN viral. Et pour avoir quelque chose soit performant dans tous ces domaines-là, on essaye de voir aujourd'hui aussi au laboratoire si il est possible de combiner ça avec d'autres méthodes de quantification, par exemple la TP-métrie. La TP-métrie aujourd'hui, c'est un système qui est utilisé en industrie pour venir valider le fait qu'une surface est propre ou pas. Donc, l'idée un petit peu de tout ça, c'est d'avoir un seul et même prélèvement. La TPmétrie, on peut aussi l'utiliser pour tout ce qui est prélèvement d'air, hein, évidemment. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un seul et même prélèvement, d'utiliser celui-ci pour faire toute une série de recherches et donc de pouvoir mutualiser ce prélèvement pour rechercher tous ces micro-organismes. Donc lorsqu'on a développé donc la méthode aujourd'hui par rapport au SARS-CoV-2, donc ce que je vous l'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que comparé donc à un prélèvement nasopharyngé, dans l'air, on va être très certainement confronté à des quantités euh, de charge virale qui va être très faible. Donc le moyen de concentrer l'échantillon, c'est la première étape. Donc on fait un prélèvement. Comment est-ce qu'on fait le prélèvement? Dans quel système? 2, comment est-ce qu'on concentre l'échantillon? 3, lorsqu'on a une matrice complexe, on parle des eaux usées, hein. On sait très bien que dans les eaux usées, il n'y a pas que du virus, loin de là. Et on a beaucoup d'inhibiteurs de PCR. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour sortir ce virus de ces eaux usées et pouvoir le détecter? Les méthodes de RT-PCR, comment est-ce qu'on va cibler? Donc, quel gène on cible? Donc là, vous voyez, on s'est focalisé sur les gènes E et RDP. Et pour valider un petit peu tout ça, il faut introduire aussi, parce qu'on va être sur des échantillons dans lequel on ne connaît pas du tout en fait la quantité de virus qu'on va avoir à l'intérieur. Donc il faut qu'on puisse valider notre méthode, notre réaction de RT-PCR, et donc on ajoute à l'intérieur un contrôle interne.
Et donc ça, on le fait avec soit le plasmide. Le plasmide, c'est bien parce que c'est les mêmes séquences que ce qu'on a dans le virus, mais je dirais le biais, c'est qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui est encapsulé. Notre plasmide, c'est un brin d'ADN. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un autre contrôle interne qui est notre phage. Le phage étant un virus enveloppé, comme ça, on va bien valider que lorsqu'on met du phage dans notre échantillon initial et que derrière, on fait notre étape d'extraction, on récupère bien de l'ADN du phage et donc on peut bien l'amplifier. Donc ça, c'est des contrôles internes. Et actuellement, donc ça, c'est tout ce qui a été mis au point au laboratoire. Et aujourd'hui, en fait, on a ça. Donc on a cette méthode, hein, on a cette méthode de détection du virus SARS-CoV-2 dans des échantillons qui sont des échantillons des matrices qui peuvent être des surfaces, des eaux usées et ou des prélèvements d'air. Et par contre, ce qui nous manque un peu aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui est limite de détection et de quantification. Donc là, c'est l'étape qui est en train d'être faite actuellement, c'est de nébuliser en fait. Alors on nébulise pas, je vous rassure, le SARS-CoV-2, hein, sinon on serait tous malades, je pense, depuis longtemps. En fait, on nébulise du phage, donc dans des petites enceintes, et là on va faire des prélèvements et on vient suivre un petit peu justement ce qu'on récupère, parce que ça nous permet de déterminer nos limites de détection. Au final, ici, lorsqu'on fait toujours de la RT-PCR ou de la RT-PCR ou la RT-QPCR ou la QPCR, on a toujours besoin en fait d'une courbe, de courbe étalon, ce qu'a montré aussi Vincent tout à l'heure. On doit d'abord déterminer que notre PCR elle est efficace. Donc ça se détermine lors de la phase de mise au point. Et ici, en fait, on a nos courbes étalons qui nous permettent de dire, ben voilà, à quel nombre de copies ça correspond chaque courbe, donc quel nombre de copies est amplifié et jusqu'où on va en termes de limite de détection. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a eu pléthore de publications. Il y en aura encore beaucoup. On a lu tout et n'importe quoi sur les publications. Il y en a certaines qui nous disaient qu'il fallait fumer, d'autres pas fumer, d'autres qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. On ne sait plus trop, on est un peu perdu. En tout cas, les publications, elles ont été très riches. Il y en a des très sérieuses. Et aujourd'hui, il y a comme l'a dit Vincent aussi tout à l'heure, il y a des vrais systèmes qui se sont mis en place pour valider tout ça de manière cohérente et qu'on puisse suivre de manière tout à fait logique ce qui se passe et que ces validations soient faites dans le respect de la science. Les prochaines étapes pour nous, c'est qu'on souhaiterait bien faire des prélèvements dans les chambres de patients atteints par la Covid-19. Alors là, la problématique, c'est que c'est très compliqué d'obtenir les autorisations parce qu'on a affaire à des prélèvements et c'est considéré comme des prélèvements cliniques. Même si on ne prend pas directement un prélèvement sur le patient, on vient dans la chambre du patient et donc il y a tout un protocole à respecter. Et on est en train de travailler donc sur la pulvérisation des phages dans une chambre d'1 mètre cube afin justement de vérifier l'efficacité du prélèvement et toutes ses limites de détection. Pour conclure, le but de tout ça, c'est d'optimiser le prélèvement pour rechercher de nombreux marqueurs en un seul système, donc de concentrer les échantillons, de faire des extractions d'ARN et des QPCR si besoin, de faire de la TPmétrie et donc de travailler sur différents marqueurs microbiens, que ce soit bactériens, fongiques ou viral à partir d'un seul prélèvement pour définir un indicateur de validation de désinfection qui soit spécifique à tel ou tel domaine d'activité. Je vous remercie pour votre attention et puis donc, comme dit tout à l'heure, les questions seront posées vers la fin. Merci à vous. Donc, on va passer la parole à Julien. Julien, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Je vais prendre la main. 2 petites secondes.
Du coup, bonjour à tous. J'espère également que la connexion est bonne pour ce petit déménagement du coup sur la région lilloise. Je tiens également du coup à remercier l'ensemble de la NEMCOLI pour cette invitation. Donc pour les présentations, donc je suis Monsieur Julien Matisiak. Je travaille aujourd'hui au laboratoire MIDAC, qui est une entreprise prestataire de services dans différents domaines, dont le domaine de l'évaluation de l'efficacité de produits de type antiseptique et désinfectant. Donc j'interviens aujourd'hui dans ce webinaire sur la thématique des méthodes d'évaluation de l'efficacité virucide normée. Et donc ce topo va s'intéresser plus précisément à la norme NFEN 14476. Donc en introduction, je vais à ce moment-là reciter un peu quelques notions historiques sur ce domaine. Donc l'antisepsie et la désinfection sont des moyens cruciaux, bien sûr, pour prévenir la propagation des infections, et notamment dans le cas d'infections virales. Ce processus est un processus primordial, que ce soit dans les secteurs médicaux, vétérinaires, domestiques, mais aussi dans les différentes industries. Donc pour le côté historique, nous devons l'introduction de la terminologie antisepsie à Monsieur Pringle, donc médecin britannique, dans un article publié dans la revue Royal Society, abordant ainsi l'étude de différentes substances antiseptiques. Ces thématiques ont ensuite été reprises par différentes personnes, notamment Monsieur Semmelweis, lors de travaux sur l'hygiène des mains, mais aussi par d'autres personnes telles que Monsieur Pasteur et Monsieur Lister, qui notamment proposaient d'utiliser du phénol sur différentes plaies. Au niveau historique, plus récemment, c'est Croning et Paul qui établissent des critères de base pour l'évaluation de l'efficacité de l'activité in vitro et sur sa standardisation. Je remets donc du coup cette thématique dans le contexte actuel. Aujourd'hui, l'émergence de nouveaux virus tels que le SARS-CoV, mais aussi le SARS-CoV-2, viennent appuyer l'importance de ces processus d'antisepsie et de désinfection en santé publique. Donc à ce jour, plusieurs normes européennes existent. La norme 14476 pour définir le cadre de l'évaluation de l'activité antiseptique, antivirale, des antiseptiques et désinfectants utilisés en médecine humaine. La norme 14675 définit quant à elle le cadre de l'évaluation de l'activité antiseptique, antivirale utilisée dans le domaine vétérinaire. Donc d'autres normes plus récentes ont été publiées, feront l'objet du webinaire suivant, que sont les normes 17111, 16777 et 17122. Donc mon sujet de présentation va donc s'intéresser plus particulièrement à la norme 14476. Donc le plan de présentation sera le suivant. Nous allons donc aborder dans un premier temps une présentation généraliste de la 14476 afin d'introduire des notions clés qui vont être reprises lors de mon topo, mais aussi lors du topo suivant, que sont le temps de contact, la température, les substances interférentes et les différents virus qui composent les revendications des différentes activités virucides, car la norme, comme on va le voir, permet donc de faire un distinguo sur les différentes revendications virucides que l'on peut établir via cette norme. Donc, dans un second temps, nous aborderons le principe de l'essai. L'objectif pour moi ici est que vous puissiez visualiser techniquement l'essai et quelles sont les limites que comporte cet essai. Et dans un troisième temps, nous verrons donc les différents témoins, les contrôles de l'essai qui viennent valider l'ensemble du test. Donc, en présentation généraliste toujours de la NFEN 14476, la norme 14476 décrit une méthode d'essai donc de phase 2, étape 1 pour l'évaluation de l'activité virucide des antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine. Elle précise donc, en fonction de l'utilisation potentielle du produit, les températures, les temps de contact et les substances interférentes afin de revendiquer une activité virucide généraliste, donc une activité contre tous les virus, ou alors une activité virucide à spectre limité,
comme on a pu voir lors du premier webinaire, qui est donc une action virucide sur les virus enveloppés, qui comprend aussi une activité sur l'adénovirus et le norovirus, ou en troisième lieu, une activité contre les virus, seulement les virus enveloppés, puisqu'on a pu le voir lors de ces deux derniers webinaires que les virus enveloppés étaient des virus plus fragiles que les virus nus. Donc, l'ensemble de ces éléments sont synthétisés dans le tableau qui est directement dans la norme. C'est donc dans ce tableau que l'on peut observer que l'activité virucide générale est représentée par 3 chefs de file, que sont les virus, donc le poliovirus, l'adénovirus et le norovirus. L'activité virucide à spectre limité est quant à elle représentée par 2 virus, que sont l'adénovirus et le norovirus. Ainsi, tous les spectres d'activité, donc du coup, excusez-moi, j'ai également oublié l'activité virucide contre les virus enveloppés, qui sont ici représentés par le virus de la vaccine. Ainsi, donc, tous les spectres d'activité cités précédemment comprennent le coronavirus, qui est un virus enveloppé. Il est donc à minima représenté par la revendication de l'activité virucide contre les virus enveloppés. De manière intéressante, des études récentes, donc de 2020, ont montré que les produits qui revendiquent une activité contre les virus enveloppés, testés donc contre le virus de la vaccine, sont également bien efficaces sur le coronavirus, qui permettent ainsi de montrer que le virus de la vaccine semble être un bon modèle, un bon chef de file, qui semble bien représenter les virus enveloppés dans le cas du coronavirus. La substance interférente que vous pouvez voir dans ce tableau et dans l'essai vient mimer des conditions dites sales ou propres via la présence de protéines et ou d'érythrocytes dans le mélange d'essai. Et donc, selon cette méthode normalisée, un produit est considéré comme ayant une activité antiseptique et désinfectante si s'il induit une diminution de 4 log de 10 du titre viral initial. Donc, le principe de l'essai est assez simple. Il consiste à mettre en présence 3 protagonistes qui sont représentés ici sur cette diapositive. Donc, le premier protagoniste ici est un inoculum, donc ici notre virus, donc ici représenté par notre suspension virale, avec donc du coup un grand volume d'agents chimiques à tester. Donc les agents chimiques sont donc les produits à tester qui peuvent être composés de différentes substances actives telles que des alcools, des ammoniums quaternaires, des composés phénoliques ou des aldéhydes par exemple. Donc ces deux protagonistes sont mis en présence d'une substance interférente qui vient donc ici mimer donc une condition de propreté ou de saleté. Ce mélange est donc ensuite incubé à une température définie durant un temps défini. Ainsi, donc, pendant ce temps de contact, les substances actives du produit vont entrer en interaction avec les éléments du mélange et certains mécanismes d'action de ces substances actives sont à peu près décrites dans la littérature, comme par exemple les composés alcooliques qui vont venir dénaturer les protéines virales du virus. Donc, suite à ce temps de contact, l'étape fondamentale de l'essai est d'arrêter l'action du produit. C'est donc l'étape dite de neutralisation. Cette étape permet de garantir le temps de contact et d'éliminer également la présence de molécules cytotoxiques pour les cellules. La question qui se pose ici est primordiale. Quelles sont les questions que nous, on se pose dans les laboratoires? Comment peut-on arrêter l'action d'un alcool ou comment l'éliminer complètement de ce mélange? Ce processus est-il identique pour d'autres substances actives, telles que les substances actives que je vous ai pu vous citer précédemment? Comment combiner la neutralisation d'un produit hétérogène, puisque la grande majorité des produits antiseptiques et désinfectants sont composés d'un mélange de substances actives. Donc ces processus peut-on adapter ce processus pour l'ensemble des substances actives? Et ces processus sont-ils immédiats afin de garantir le temps de contact défini par l'essai? Donc pour répondre à ces questions, donc, 3 principales techniques de neutralisation sont décrites dans cette norme, notamment la dilution-neutralisation,
la neutralisation chimique et la neutralisation par gel filtration. Donc, ces techniques comportent tous des avantages et des limites à prendre en compte pour chaque essai. Et c'est donc à ce moment-là que je vais essayer de vous les présenter. Donc, la première technique qui est décrite dans la norme 14476 est la neutralisation par dilution. Donc, la neutralisation par dilution repose sur le fait que la concentration exerce un large effet sur l'activité antiseptique et désinfectante du produit testé. Cette méthode peut être efficace dans le cas de composés sensibles à ce facteur de dilution, comme par exemple les alcools, qui ne présentent pas une forte toxicité pour les cellules. Cependant, comme je vous l'ai présenté précédemment, de nombreux agents chimiques sont trop toxiques et sont composés par des mélanges complexes et nécessitent donc une dilution très importante du mélange afin d'éliminer cette toxicité. Cette dilution est également au niveau technique est également appliquée à l'inoculum, qu'il soit d'origine virale ou autre. Ce dernier doit donc avoir un titre très élevé pour pouvoir être quantifié par la suite, ce qui est donc très difficile techniquement à obtenir avec les virus, voire même impossible dans certains cas. De plus, la dilution neutralisation se réalise pendant un laps de temps d'environ 30 minutes, ce qui ne donc permet pas de garantir un temps de contact voulu par la norme. Cette méthode n'est pas applicable, il faut donc avoir des méthodes de substitution à la neutralisation par dilution. La deuxième technique de neutralisation est la neutralisation chimique. Donc, cette neutralisation n'est pas, quant à elle, n'est pas décrite dans la norme 14476, mais est assez courante dans les normes de bactéricidie. Donc, certains antiseptiques et désinfectants peuvent être inactivés de façon chimique par antagonisme ou par blocage de sites actifs. Donc, deux exemples qui sont assez connus sur la neutralisation chimique, c'est par exemple l'inactivation du glutaraldéhyde par la glycine, avec représenté sur la présentation la réaction chimique donc, de l'inactivation du glutaraldéhyde, avec une glycine qui vient bloquer les fonctions aldéhyde libre du glutaraldéhyde. La deuxième réaction qui est assez courante, c'est la neutralisation du chlore par le thiosulfate de sodium. Donc, cette technique est compte tenu de la grande diversité des antiseptiques et des désinfectants, ne sont pas applicables systématiquement. Également, dans le cas de composés, en tout cas de mélanges composés d'un mélange complexe de substances actives, cette neutralisation chimique peut poser également des problèmes. Les réactions chimiques, bien sûr, de neutralisation ne sont pas des réactions chimiques immédiates. Se pose également la question de garantir au maximum le temps de contact annoncé par la norme. Ainsi, il existe un troisième type de neutralisation qui est donc la neutralisation par gel filtration. Donc, cette technique repose sur la séparation physique des micro-organismes et du produit testé. Globalement, elle consiste en quoi? Elle consiste à filtrer donc, le mélange obtenu sur des colonnes de gel. Et par la loi de diffusion-exclusion, les constituants dont la masse moléculaire est inférieure à la limite d'exclusion de la colonne, qui est donc les substances actives, sont retenus dans les billes, alors que ceux dont la masse moléculaire est supérieure sont donc exclus du gel, qui sont donc les virus. Ainsi, les virus plus gros sont élués dans le filtrat, alors que les molécules testées, donc les substances actives, telles que les alcools, les ammoniums quaternaires, sont plus petites et sont donc piégées dans la colonne. Donc, la méthode de filtration sur gel offre une alternative intéressante aux méthodes de dilution et de neutralisation chimique. Elle comporte néanmoins certaines limites à prendre en compte, telles que le temps de centrifugation, qui, en fonction des colonnes choisies, peut amener donc, du coup, un temps de contact plus long. Nous pouvons également citer la saturation du gel, lorsque le produit est trop concentré, qui peut apporter donc, une saturation du gel.
Une limite aussi également de cette technique est le coût, puisque le coût de ces colonnes est beaucoup plus importante que des diluants neutralisants ou que la neutralisation par dilution. Donc voilà pour ces 3 techniques de neutralisation des différents produits. Cette technique, donc du coup cette étape est primordiale. Et donc suite à cette neutralisation, nous procédons à une titration du mélange afin de doser le virus résiduel. Donc cette diapo a notamment pu être représentée donc du coup par Monsieur Moulès également ce matin. Donc le virus est dilué de façon successive dans des tubes, et ensuite nous allons donc incuber les différentes dilutions sur une plaque de microtitration. Puis, donc, suite à une incubation qui varie en fonction des virus de 48 heures à 7 jours, nous allons donc observer microscopiquement l'effet du virus sur les cellules ou effet cytopathique. C'est donc l'effet que je vais donc vous présenter via des photos juste après. Donc, le titre viral est ensuite calculé par un test statistique de Spearman et Carber. Ce test vous a également été présenté par Monsieur Moulès ce matin. Donc, quelques petites images sur l'effet cytopathique afin d'illustrer mes propos. Donc, plusieurs effets cytopathiques ou expressions phénotypiques du virus sont représentés sur cette diapo. Donc, vous avez à gauche des cellules HEP2 lors de l'inoculation. Donc, à ce stade, nous n'avons pas encore d'expression phénotypique du virus. Les cellules sont sous forme de polygones. Des cellules même mitotiques sont présentes au microscope. Au milieu, vous avez donc les mêmes cellules infectées par un adénovirus. Donc, nous avons une visualisation d'une partie des cellules qui sont arrondies, voire qui s'élargissent et forment un tas d'amas irréguliers, qui est donc le signe de l'effet cytopathique de ce virus-là. Je vous ai également présenté donc, du coup, à droite les mêmes cellules, mais infectées par un autre virus, donc le virus de la vaccine. Donc, vous avez visualisation dans le cas présent de cellules arrondies connectées par de longs fibrilles, qui est donc le signe, l'expression phénotypique de l'infection par le virus de la vaccine. D'autres exemples, j'ai notamment pu mettre d'autres exemples en dessous de la diapo, donc des cellules RHMK, donc à gauche sans virus et à droite infectées par un virus de la grippe. Vous avez visualisation d'une granulation du tapis cellulaire montrant donc l'infection de ces cellules par ce virus. En dernier lieu, je vais vous présenter les différents contrôles fondamentaux qui viennent valider l'essai réalisé. En premier lieu, vous avez le témoin de neutralisation. Ce témoin permet de contrôler l'efficacité de l'arrêt de l'activité du produit suite à sa neutralisation. Pour cela, donc, on compare le produit neutralisé versus une solution neutre, puis nous infectons les cellules avec le virus. Nous avons en second temps le témoin de cytotoxicité du produit. Ce témoin a également pu être présenté par M. Moulès ce matin. Ici, l'objectif est de s'assurer que la cytotoxicité du produit suite à sa neutralisation est bien éliminée et que l'effet que nous observons sur les cellules est bien dû au virus et pas à la cytotoxicité du produit. Le troisième témoin important à citer lors de cette présentation est le témoin de sensibilité des cellules au produit. Ce témoin a également pu être représenté par M. Moulès ce matin. Ici, l'objectif est de montrer et de permettre de s'assurer que le traitement des cellules avec le produit neutralisé n'interfère pas sur l'infection virale. Car en effet, certains agents chimiques peuvent rendre les cellules insensibles à l'infection en inhibant par exemple la pénétration du virus par altération des récepteurs membranaires de la cellule ou par phénomène de compétition. Un des exemples qu'on cite globalement, c'est des aldéhydes qui peuvent venir se fixer aux membranes cellulaires et qui peuvent empêcher l'infection du viral. Les autres contrôles fondamentaux de cet essai est un essai de référence qui consiste donc à un essai classique utilisant comme produit du formaldéhyde. Donc, ce témoin permet de valider les conditions expérimentales et ainsi valider le système. Et le dernier témoin que je citerai dans cette diapositive est un titrage viral
qui permet quant à lui de s'assurer que le virus n'est pas retenu dans le gel lors de la filtration et qu'il est suffisamment élevé pour déterminer une diminution du titre viral d'au moins 4 logs. Voilà pour cette présentation. Je terminerai donc du coup par une conclusion qui met donc en avant différentes notions qui sont pour moi importantes à garder en tête. Donc l'émergence de nouveaux virus tels que le SARS-CoV en ce moment, mais également le virus Ebola il y a quelques années, incite les industriels à évaluer de plus en plus leurs formules. Cette norme 14476 fixe les bases de l'évaluation comparative des produits. Elle permet de standardiser les essais d'évaluation des antiseptiques et désinfectants. L'avantage de cette méthode est qu'elle est évolutive et qu'elle est révisée de manière régulière par l'AFNOR et que l'AFNOR vient également de publier donc, des normes de phase 2, étape 2, qui permet donc d'évaluer l'efficacité des produits antiseptiques et désinfectants sur les différentes surfaces, qui sont donc la thématique du webinaire qui va suivre. Je vous remercie pour avoir assisté à cette présentation. Je me permets, dans cette dernière diapositive, d'introduire l'ensemble des références bibliographiques qui m'ont permis de construire cette présentation. Je vais donc passer la main à Monsieur Moulès afin d'aborder les différentes thématiques des méthodes normalisées sur les surfaces. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais terminer ce deuxième webinaire et venir compléter les informations de cette dernière conférence de M. Matizéac. Je vais partager. Donc, je suis virologiste et je dirige la société Virelf, qui est un laboratoire spécialisé dans l'évaluation des activités virucides de produits, technologies et d'équipements de désinfection. Depuis maintenant quelques années, les activités bactéricides, par exemple, d'un produit désinfectant sont déterminées via la réalisation d'un c'est-à-dire couplé à un essai de phase 2, étape 2 sur surface, comme préconisé dans la norme 14885. Concernant les activités virucides, il a fallu attendre 2018 pour avoir des procédures standardisées sur surface, avec l'apparition des normes 16777, 17111 pour le domaine médical et la norme 17122 pour le domaine vétérinaire. Aujourd'hui, nous avons un éventail de procédures expérimentales standardisées ou adaptées qui permettent de définir les activités virucides sur surface, que ce soit associé ou non à une action mécanique ou via l'utilisation d'un couple machine-produit ou d'un équipement. Les normes 16777 et 17122 partagent les mêmes stratégies expérimentales, avec cependant quelques exigences différentes. Pour la norme 16777, les virus d'essai sont les virus qui sont retrouvés dans la norme 14476, à l'exception du poliovirus qui ne supporte pas beaucoup la dessiccation sur surface. La norme vétérinaire, quant à elle, utilise le parvovirus porcin comme modèle de virus nu et le coronavirus felin comme modèle pour les virus enveloppés. Pour ces deux normes, la stratégie repose sur le dépôt sur disque inox d'une solution contenant les virus et les substances interférentes, ces dernières étant les mêmes que pour la norme 14476. Après une étape de séchage de l'inoculum, on réalise le dépôt de 100 microlitres, donc un petit volume de produit soumis à l'essai, associé à un temps de contact compris entre 5 et 60 minutes dans le cas du domaine médical, ou entre 1 et 120 minutes pour le domaine vétérinaire. La récupération de l'inoculum permet la remise en suspension et l'arrêt des activités comme présenté précédemment. Les abattements d'efficacité demandés sont au moins 4 logs pour le domaine médical et 3 logs pour le domaine vétérinaire.
Il est important de noter que cette norme phase 2, étape 2 est beaucoup plus contraignante dans l'absolu que la validation des produits par rapport à une norme en solution. Cette norme en solution utilise un ratio 8:1:1, à savoir 8 volumes de produits pour un volume de virus et un volume de substances interférentes, ce qui est différent dans le cas des normes de surface. Et cela sans compter le fait que l'inoculum a séché sur surface. La norme 17111, quant à elle, utilise la même stratégie de préparation d'inoculum séché, mais ça se fait sur un support en verre, et ce support en verre subit une étape d'immersion dans le produit d'essai, avec une efficacité recherchée, comme pour la 16777, d'environ au moins 4 logs. Cette norme est utilisée pour évaluer l'activité virucide des instruments et des petits matériels. Il est possible d'utiliser cette procédure 16777 et l'adapter pour pouvoir mesurer, par exemple, l'activité virucide d'un produit sur une surface poreuse. Il suffit d'intégrer au protocole une étape de sonication, c'est-à-dire un bain d'ultrasons, qui est préconisé dans la norme vétérinaire 16437, qui elle, mesure l'activité bactéricide sur surface poreuse. Utilisée comme surface poreuse de peuplier, qui est la référence dans le cas de la norme bactéricidie, ou des pastilles de borosilicate qui sont extrêmement homogènes d'un point de vue matière et qui ont la possibilité de présenter différents niveaux de porosité de façon standardisée. Ou travailler directement sur des surfaces clients. Généralement, on retrouve des surfaces poreuses, notamment au niveau des équipements, des éléments d'équipement. Le protocole d'activité virucide sur surface est aujourd'hui utilisé pour évaluer l'efficacité des produits pour l'industrie, même si au départ, il a été destiné au domaine médical. Qui est un protocole qui est beaucoup plus robuste qu'une validation en solution, lorsque les produits sont utilisés vraiment pour la désinfection des surfaces. Sur la base du protocole standardisé, vous pouvez inclure un certain nombre de paramètres spécifiques de l'environnement et des activités du site. Cette approche permet de faire des évaluations sur des surfaces identifiées comme critiques, à savoir différents types de surfaces ou différents éléments constitutifs d'un équipement, par exemple. Et ces surfaces identifiées sont généralement identifiées dans le cas d'analyse de risque qu'on réalise sur site et adaptées aux procédures de désinfection selon les exigences réglementaires du site. Les produits désinfectants utilisés sur site ou sur différents types de domaines peuvent être utilisés sous forme de lingettes, soit ready to use, soit nécessitant une imprégnation par un opérateur. Aujourd'hui, la norme qui permet de valider l'efficacité des lingettes, c'est la norme 16615 qui aujourd'hui est utilisée uniquement pour les bactéries et les levures. Mais cette norme est en cours de révision à l'AFNOR et on devrait avoir des exigences d'un point de vue virologie et donc l'efficacité des lingettes sur les virus, normalement, j'espère, en 2021. Nous réalisons ce type de protocole en virucidie depuis de nombreuses années dans notre laboratoire, puisqu'on a des demandes assez importantes sur ce type d'approche et de stratégie des infections. Et ce protocole propose une stratégie en 4 zones, de la même manière qui est proposée dans la 16615. À savoir, cette stratégie en multizone permet d'évaluer l'effet mécanique de la lingette sur l'inoculum séché, de savoir si la lingette a la capacité en plus de désinfecter, mais la possibilité de venir déplacer les inoculums de micro-organismes. L'utilisation des lingettes comme moyen de disperser le produit désinfectant sur les surfaces est de plus en plus utilisée dans l'industrie et remplace régulièrement la stratégie de pulvérisation du produit qui est difficile à calibrer et qui est souvent malheureusement opérateur dépendant. De façon générale, lorsqu'un client souhaite évaluer l'efficacité d'un produit désinfectant et qu'il souhaite mettre en place une stratégie de lingette à imprégner, cette stratégie repose déjà sur la validation de l'efficacité du produit qui a été choisi par l'industrie selon un protocole 16777 afin de définir la concentration optimale, mais surtout s'assurer que les temps de contact sont en accord avec les procédures de désinfection qui sont mises en place sur les sites. Et ensuite, on fait une validation de l'étape d'imprégnation de la lingette et on mesure l'activité virucide de cette lingette imprégnée en intégrant bien sûr des paramètres spécifiques aux activités, que ce soit le type du virus retrouvé sur site ou manipulé ou produit sur site et les conditions d'interférence qui peuvent être spécifiques. La norme 72281
que beaucoup de gens connaissent, propose des procédures pour la désinfection de l'efficacité des systèmes de désinfection par voie aérienne, dirigée et non dirigée. Et aujourd'hui, elle est partiellement remplacée par l'extension européenne, qui est la norme 17272. Partiellement, car l'extension européenne ne traite pas, ne met pas en avant un protocole qui permet d'évaluer l'efficacité de la dispersion dirigée via l'utilisation de pulvérisateurs. Et donc, c'est la norme toujours 72280 qui est encore maintenue sur 2021, qui propose un protocole pour les dispersats dirigés. La stratégie d'évaluation d'un coût pulvérisateur produit passe par l'utilisation des porte-germes, donc un protocole classique, associé à des paramètres qui sont spécifiques de la norme, à savoir une distance entre le pulvérisateur et par exemple les surfaces d'essai. Comme je vous l'avais indiqué, la stratégie d'utilisation d'un pulvérisateur nécessite d'avoir des procédures bien établies, car la procédure utilisant ce type d'équipement est souvent, comme je l'indiquais, opérateur dépendant. Mais de plus, nous sommes sur un couple pulvérisateur-produit. La norme valide un couple pulvérisateur-produit. Donc, le remplissage des pulvérisateurs avec un autre produit et l'utilisation de ce dernier comme vecteur de diffusion du produit sur les surfaces peut poser des problèmes de reproductibilité au niveau de la quantité de produits déposés et la taille des zones où le pulvérisateur va pouvoir disperser ce produit. Ça nécessite une métrologie importante des équipements qui doit être prise en compte, notamment le fait que vous puissiez avoir des dépôts de produits secs au niveau de la bulle de pulvérisation et donc d'avoir un dispersat dirigé de différentes qualités. Dans cette nouvelle norme 17272, elle traite donc l'évaluation, donc la désinfection de surface par la génération de nébulisas automatisés pour la désinfection de surface par voie aérienne. La spécificité de cette norme, c'est la réalisation, par rapport à la 72-280 auparavant, c'est la réalisation d'un essai de distribution aux 4 angles de la pièce pour s'assurer que la diffusion du produit atteint bien l'intégralité des zones. Pour l'industrie, la qualification de performance de tel équipement passe dans un premier temps par des essais en virologie en laboratoire, car il est difficile de transporter des virus. Tous les virus sont de classe 2, donc il est difficile d'apporter des virus de classe 2 sur un site. Mais on a une qualification de performance qui est réalisée sur site en utilisant des indicateurs biologiques commerciaux qui comportent généralement des spores de bactéries et qui donnent un résultat plus ou moins en fonction de la concentration de spores présentes sur ces indicateurs, soit en utilisant des stratégies d'indicateurs biologiques quantitatifs qui sont développés à façon et qui jouent le rôle de mimétique pour la contamination virale. Cette stratégie permet de réaliser un mapping d'efficacité de l'essai DSVA, donc désinfection de surface par moyenne, dans la pièce et définir les zones critiques de cette pièce où le niveau de désinfection n'atteint pas les exigences réglementaires. Et ce qui permet d'améliorer la procédure de désinfection, aussi bien le positionnement de l'équipement ou définir les niveaux de performance. Je vais finaliser cette présentation en vous représentant un autre essai standardisé d'activité virucide sur surface, qui est la norme 72-110, qui permet de valider des couples machines, donc la stratégie de vapeur, et de valider des couples machines accessoires. La désinfection par la vapeur est de plus en plus utilisée sur un certain nombre de sites, avec un certain nombre d'avantages, et reste une stratégie relativement efficace. La stratégie d'essai repose sur la contamination artificielle, comme vous pouvez voir sur cette slide, de 3 zones, la C4, C5 et C6. Et en fait, on vient évaluer au sein de ce protocole la notion de dispersion des micro-organismes, un peu comme dans le cas de la lingette, mais là, c'est la dispersion mécanique due au flux de vapeur. Et on vient vérifier par écovillonnage la présence de virus sur toutes les zones que vous avez sur ce protocole. Il est possible d'adapter ces procédures pour évaluer, par exemple, l'efficacité de la vapeur sur les désinfections des textiles, par exemple, et on réalise ce type de protocole en n'utilisant pas cette fois-ci une surface inox, mais une surface textile, et on vient découper et récupérer les différents virus selon une norme internationale ISO 18184. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Bon, je pense qu'on a
On va passer aux questions et réponses donc, des différents, sur les différents webinaires. Delphine, c'est toi qui prends Oui, le lead. Okay. je prends le relais. Bonjour à tous. Donc, nous avons quelques questions qui ont été posées concernant la présentation, la première présentation. Donc, question de Nadine Bresciani. La qualité du prélèvement est primordiale. Donc, c'est une question, est-ce qu'elle est vraiment primordiale? Et la fiabilité du résultat dépend de la quantité virale ou pas? Donc, alors oui. Ça s'adresse à vous. Oui, effectivement. La qualité du prélèvement, on se rend compte, alors c'est vrai pour absolument tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on reçoit beaucoup d'échantillons de tout type. Et clairement, la qualité du prélèvement, elle est. En fait, c'est vraiment. Sans prélèvement de qualité, on ne peut pas travailler au laboratoire. Donc, cette qualité du prélèvement, elle doit être aujourd'hui vraiment travaillée. C'est pour ça qu'on se focalise sur cette étape. Quelque part, je dirais que de la QPCR, RT-QPCR, c'est simple à faire. Par contre, toutes les étapes en amont qui sont le prélèvement et le traitement du prélèvement, c'est ça aujourd'hui, le vrai challenge, il est là. Donc oui, et la fiabilité du résultat, elle dépend de la quantité virale ou pas. Effectivement, ça dépend surtout de notre capacité à concentrer les échantillons et à pouvoir déterminer nos limites de détection et de quantification. Merci. Deuxième question. Comment est déterminée la concentration à faire du prélèvement? C'est-à-dire? Je ne comprends pas bien la question. Peut-être que Madame Delfortry peut prendre la parole pour expliciter sa question. Ah. A priori, elle a dû quitter le webinaire. Donc, En fait, de ce que j'ai compris, je prends la parole, Stéphane Dessin. À un moment donné, dans la présentation, il y avait une notion de concentration des échantillons. Il y avait le volume de prélèvement et ensuite arriver à concentrer. Je pense que c'était la question était liée à ça. Savoir. Alors, oui, effectivement, oui. Effectivement, le volume de prélèvement aujourd'hui, il est absolument indispensable. En fait, il est absolument. C'est une des questions d'ailleurs, c'est de pouvoir. Parce que par exemple, lorsqu'on fait un prélèvement avec le Coriolis, on sait très bien qu'on a une perte qui est liée à l'effet Coriolis, l'effet vortex à l'intérieur. Et donc, il faut absolument pouvoir déterminer le volume de prélèvement par rapport au temps de prélèvement qu'on va faire. Si on a un temps de prélèvement long, il faudra forcément que le volume de prélèvement il soit plus important et inversement si le temps est court. Donc, ce volume de prélèvement, c'est aussi une donnée à prendre en compte et ça fait partie de la question de la qualité du prélèvement. Je vous remercie, Monsieur Vacher. J'avais du mal à activer le micro, mais c'était bien ça. Merci. Okay. Ensuite, question de Stéphane Dessin. Concernant la nébulisation, la taille des particules est-elle calibrée? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a des systèmes aujourd'hui et on sait, bien sûr, on a une fourchette, mais on sait à peu près la taille des particules qui sont pulvérisées dans nos systèmes. Sachant que aujourd'hui, on peut faire deux types de pulvérisation. On a des systèmes qui nous permettent de faire la pulvérisation en milieu liquide, en aérosol. Et on a, alors c'est pas pour les virus, mais on travaille aussi avec des systèmes qui nous permettent de faire des pulvérisations, ce qu'on appelle à sec. Donc c'est vraiment un système avec une membrane et on met de la musique dessous et puis ça fait comme une enceinte. Donc ça nous permet d'avoir une pulvérisation à sec avec ce système-là. D'accord, je vous remercie. Alors ensuite. Une question peut-être à Raphaël. En ce qui concerne les normes européennes, on a cité des noms de virus. Quelle est la représentativité de ces virus selon vous, selon les spécialistes? Écoutez, je vais répondre à cette question.
la représentativité des virus qui sont sélectionnés, il est clair que vous avez un certain nombre de critères qui permettent d'identifier des virus, des souches virales qui doivent être utilisées par les laboratoires d'essai pour déterminer les activités virucides. Vous avez des critères purement techniques, à savoir le fait que les virus doivent se multiplier correctement, que les souches, vous y avez accès à des souches internationales de collection, ce qui permet à l'ensemble des laboratoires au niveau de la planète d'utiliser des références de souches qui sont identiques. Ensuite, le choix des virus est porté sur des problèmes de clinique, de pathologie. Le norovirus est un excellent mimétique pour tout ce qui est virus de gastroentérite et un excellent mimétique pour le rotavirus, qui sont des virus qui sont difficiles à cultiver. Donc, le norovirus est un très bon choix. L'adénovirus de type 5 est un virus nu qui est un très bon modèle et qui peut représenter un large panel de virus non enveloppés concernant ça. Pour le poliovirus, parce que c'est un des virus qui a été beaucoup étudié ces dernières années et qui possède une résistance assez importante aux désinfectants, et ça c'est connu d'un point de vue clinique, même si ce virus devrait normalement quitter les normes parce que l'OMS demande au laboratoire d'utiliser le moins possible le poliovirus, il fait partie encore de la liste des virus être associés donc à des modifications génétiques et donc aux armes virologiques. Donc c'est pour ça que au sein de l'AFNOR, il y a une stratégie de sortir ce poliovirus de la norme de désinfection. Pour le virus de la vaccine, vous avez suffisamment de data qui montrent que ça reste un virus intéressant. Vous avez des publications comme modèle de ce virus enveloppé, et c'est un virus qui se cultive très bien. Je ferai juste un bémol par rapport à la problématique SARS-CoV-2, puisque aujourd'hui, vous avez la Direction générale de la prévention des risques qui oriente les utilisateurs et les fabricants à faire des essais directement sur les coronavirus et pas utiliser ce modèle de virus de la vaccine. Nous, en interne, on voit qu'à peu près entre 5 et 10% des produits qu'on teste sur le SARS-CoV-2 ne sont des produits qui ne sont pas efficaces sur le SARS-CoV-2, mais qui peuvent être efficaces sur le virus de la vaccine. Donc, il est vrai que se pose le problème d'un virus qui représente l'intégralité des virus enveloppés, puisque vous avez vraiment des familles extrêmement larges des virus enveloppés. Le virus de la vaccine couvre une grosse partie des désinfectants, et je pense que par l'avenir, vous allez avoir peut-être d'autres virus enveloppés, comme le coronafelin pour le domaine vétérinaire, qui pourront peut-être englober un plus grand nombre de virus enveloppés. Voilà. Merci. Une dernière question. Avez-vous déjà détecté du SARS-CoV-2 dans des environnements standards tels que l'air, par exemple? Non, tout simplement parce qu'on est encore en phase de développement, comme j'ai un peu pu l'écrire tout à l'heure, et on cherche à avoir des environnements sur lesquels on puisse avoir nos témoins positifs, qui serait un environnement hospitalier. Sinon, le seul endroit actuellement où on a détecté en fait le SARS-CoV-2, c'est dans les eaux usées. Voilà. Merci. A priori, pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions qui seront prises en compte et pour lesquelles on pourra vous répondre ultérieurement suite à ces très bonnes présentations. Je vais laisser à nouveau la parole à Nadine Bresciani pour clore en fait ces webinaires. Et peut-être que tu peux répondre aussi, Nadine, à la question est-il possible d'avoir accès au replay de la première présentation de M. Moulès? Tout à fait. Voilà. Il faut. Okay. Donc, en fait, oui, il y a eu un enregistrement du premier webinaire, comme celui-ci d'ailleurs, et qui sera disponible avec un lien qu'on vous fera suivre par la suite. Donc, voilà. Donc, effectivement, on arrive à la fin de ces deux webinaires qui étaient, j'espère qu'en tout cas, ils ont répondu à vos attentes, quel que soit le sujet traité. Je tiens à remercier évidemment tous les intervenants, hein, monsieur Vacher, monsieur Moulès et monsieur Matissiac. Et je remercie encore Philippe pour nous avoir accompagnés sur ce format digital qui est quand même une nouveauté pour la NEMCOLI. Mais bon, écoutez,
On espère vous retrouver, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, en 2021 en présentiel, parce que c'est quand même fort sympathique de pouvoir se retrouver en vrai et de pouvoir échanger pendant ces 2 jours. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on continuera à organiser ce type d'événement. Donc, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn, en attendant que notre site internet soit disponible. Voilà, et puis n'hésitez pas à poser, donc à adhérer à Nemcoli, évidemment. C'est une petite participation pour, on va dire, pouvoir accéder à plein d'informations et surtout d'échanges entre microbiologistes de la cosmétique. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout des bonnes fêtes de fin d'année en famille, je l'espère. Et à très bientôt. Au revoir.